L'Asie, c'est 5 milliards de personnes. En termes d'adoption des paiements, par exemple, digitaux, en Asie, c'est quasiment omniprésent. Quand on va en Chine, plus personne n'utilise de cash. Alors ici, on est encore en période de transition. Ton banquier, son cœur de métier, c'est le deposit. Donc tu leur donnes son salaire tous les mois, ils font un peu d'argent avec ça. Et les gens ont besoin d'avoir confiance dans les infrastructures qu'on a construites. Charles Dossi, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Temps Crypto. Merci de me recevoir. Ouais, on est très heureux de t'accueillir une nouvelle fois. Donc pour la petite histoire, il y a eu un petit problème technique sur la première interview, donc celle-ci ne sera que meilleure. Il y avait tes équipes qui avaient posté une belle photo dans l'ancien appart. Malheureusement, petit problème de son que vous avez vu aussi sur l'interview de Paul. Donc malheureusement, voilà. Il n'y a pas de problème, on est de retour avec plaisir. Merci pour ta compréhension. Donc, comme je le disais dans la première interview, t'as eu une quinzaine de vies différentes, et puis ça va être une discussion extrêmement intéressante. On va essayer de tirer le fil de la bobine au fur et à mesure. On va commencer par ce que tu fais actuellement. Tu es le CEO de la fondation DYDX. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle, ton implication dans cette fondation et le rôle de cette organisation? Absolument. Donc la DYDX Foundation a été créée il y a maintenant 2 ans. Et donc le but de la DYDX Foundation, c'est essentiellement de travailler sur tout l'écosystème DYDX en général. Donc on produit pas de code, on n'est pas une équipe d'ingénieurs, on est plus une équipe d'experts en gouvernance décentralisée, d'experts en go-to-market, d'experts en animation d'écosystèmes en général et croissance d'écosystèmes. Donc on travaille vraiment sur tout sauf le produit. On n'est pas non plus opérateur du protocole en lui-même. Donc on est vraiment un acteur neutre, mais un acteur très actif sur les sujets clés de l'écosystème DYDX. Donc aujourd'hui, c'est une équipe d'une 20aine de personnes qui est présente dans une dizaine de pays, avec des équipes qui sont spécialisées en gouvernance, des équipes qui sont spécialisées en marketing et en community activation en règle générale, et des gens qui vont travailler avec les validateurs de la DYDX Chain qui va bientôt être lancée, des gens qui vont travailler avec les acteurs de ces différents marchés. Donc ça, on couvre de l'Asie à l'Asie centrale, l'Europe et l'Amérique du Sud également. Donc ça, c'est la fondation, une vingtaine de personnes qui s'occupent de toutes ces activités, mais qui est liée à DYDX. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est DYDX? Absolument. Donc on n'est pas lié à DYDX. Donc il y a la fondation, la société et le protocole, et on va essayer de vous expliquer au mieux la séparation des pouvoirs entre ces 3 entités, quoi. Absolument. Et on va faire un peu d'histoire aussi, pourquoi pas. DYDX a été fondé en 2017 par Antonio Giuliano, qui est un ancien ingénieur de chez Coinbase, donc qui a créé DYDX sur Ethereum Layer 1 à l'époque. Un des premiers decentralized exchange focusé sur les perpetuals. Donc c'est des produits dérivés, c'est des contrats de futures qui n'expirent pas. Donc un contrat de futures en règle générale sur les marchés classiques, il va avoir une durée de vie de 30 jours, 90 jours ou plus. Sur les marchés crypto, on retrouve un certain type de contrats de dérivés qu'on appelle les perpetuals, qui vont en fait jamais expirer et qui permettent en fait aux traders d'exprimer une opinion sur le marché à la hausse, à la baisse, sur à peu près une petite trentaine de trading pairs. Donc 2017, lancement de DYDX sur Ethereum Layer 1. Ethereum Layer 1 qui commence déjà un petit peu à montrer ses limites. L'application a beaucoup de succès, mais les gas fees, comme on l'a entendu souvent, étaient un petit peu un frein au développement de l'application en général. En 2018, de mémoire, on a été une des premières applications à migrer sur les Layer 2 avec Starkware. Donc aujourd'hui, la version actuelle de DYDX qui peut être utilisée en ce moment, l'été 2023, tourne aujourd'hui sur un Layer 2 Ethereum qui est Starkware. Et on est en train de migrer en tant qu'écosystème sur la DYDX Chain qui est construite à partir de l'écosystème Cosmos et du SDK Cosmos. Ok, donc ça c'est le pitch. Il y a énormément d'informations là dans tout ce que tu viens de dire. On va prendre les choses les unes après les autres parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui t'ont lâché. D'abord, tout ce qui est produit dérivé. Rappelez en 30 secondes ce que c'est qu'un produit dérivé. Ça, je peux m'en charger, mais en l'occurrence, c'est vraiment un pari sur le futur. Je vais pas juste acheter du Bitcoin et investir et spéculer sur le cours. Là, je vais juste prendre un pari sur la direction, me dire éventuellement Bitcoin va monter demain ou va descendre, et je me positionne dans ce sens-là sur une plateforme de produits dérivés, et à la base, c'est les produits futurs, les options et ce genre de choses qui avaient un lien concret avec la réalité, et qui l'ont toujours. C'est des produits surtout d'assurance, c'est-à-dire pour se couvrir d'une position XY. Toutes les banques, tous les fonds d'investissement, quand ils prennent une position A, en fait, ils se couvrent avec une position B. Absolument. Plus ou moins inverse, mais au cas où ils aient tort, ils peuvent se couvrir. Donc ça, c'est les produits dérivés relativement complexes et
plutôt destiné à des investisseurs, à des profils relativement professionnels. On les appelle en fait les prosumers, donc c'est vraiment comme tu le dis des investisseurs qui sont matures, qui comprennent bien les trades et sont capables de construire des trades plus complexes. Donc en général, ce qu'on appelle les prosumers, également beaucoup d'institutions en fait qui vont venir et qui vont travailler à la fois sur des centralized exchanges en produits dérivés et sur des decentralized exchanges en produits dérivés également. Il faut savoir que les perpétuels, donc ce qu'on expliquait juste il y a quelques instants, existent aujourd'hui que en crypto et ont été inventés en 2018 par BitMEX, donc le fameux centralized exchange de crypto, qui a créé ce concept de contrat futures qui n'expire pas. Et ça c'est une vraie nouveauté, c'est-à-dire que là, tu pouvais avoir un produit et un dérivé, un futur sur éventuellement le pétrole à 90 jours, donc ça veut dire que moi je vais fixer le prix du pétrole à 90 jours et peu importe le prix de la matière première à cette date d'échéance, moi je l'aurai à ce prix-là, donc ça te permet de prendre un pari à la hausse ou à la baisse. Sauf que là, avec les perpetual futures, tu vas avoir en fait ce renouvellement toutes les secondes, toutes les heures. Toutes les heures, tu vas avoir. Et en fait, ce contrat qui est poussé éternellement, où tu as du coup un actif synthétique qui réplique relativement parfaitement l'actif sous-jacent, mais sans avoir besoin en fait éventuellement du Bitcoin ou de l'Ether. Donc tu as du perpetual future Bitcoin, mais il n'y a pas de Bitcoin derrière. Bon, ça pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître un peu abstrait et incohérent. C'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Ce qui est vraiment important de comprendre aussi, c'est que les produits dérivés sont 10 fois plus gros que les marchés spot. Et on retrouve cette même proportion dans les marchés d'equity, par exemple, d'actions classiques. Donc aujourd'hui, quand on voit sur la bourse de Paris, par exemple, qui s'est traité, on va dire, 1 milliard d'euros aujourd'hui, il s'est traité 10 milliards d'euros en produits dérivés. Donc de gens qui ont construit leurs trades avec des trades synthétiques, des produits dérivés à la hausse, à la baisse, pour construire des trades un peu plus complexes. Donc les marchés dérivés sont vraiment massifs, sont beaucoup plus gros que les marchés spot. Ils sont très importants pour la liquidité. Et que peu de gens connaissent au final. Enfin, je veux dire, les non-initiés ne connaissent pas forcément les options, les futurs, les produits dérivés, tout genre de choses. C'est un monde un peu opaque pour la plupart des gens. C'est pas forcément un monde opaque, mais c'est un monde complexe. C'est vraiment pour des gens qui sont plus à même à construire des stratégies d'investissement plus complexes. Ouais. Et aujourd'hui, feu FTX, mais une des plateformes principales à l'époque qui s'était positionnée sur ce créneau-là, c'était justement FTX, qui permettait de trader ce genre de produits dérivés. On connaît tous la fin de l'histoire. Donc, comment un DYDX se distingue fondamentalement la proposition de valeur par rapport à un FTX? Ça, pour toi, c'est évident, mais qu'on le souligne bien pour les gens. Quand on traite un produit financier en crypto classique ou quand on traite un produit financier, en fait, si on part sur une plateforme de trading centralisée, c'est un petit peu une boîte noire. On envoie la custody, on envoie ses assets, ils sont en possession de l'exchange, et ensuite derrière, comment les trading engines vont marcher, comment les orders vont être matchés, c'est un petit peu une black box. Aujourd'hui, il faut savoir que les centralized exchanges en crypto représentent la majorité, 90% voire plus, du trade en général de produits dérivés. Donc le centralized exchange crypto reste une place pour le trading de produits dérivés vraiment primordial et leader. En decentralized exchange, on va avoir beaucoup plus de transparence en fait. Donc vous allez pouvoir traiter de façon non-custodial sans avoir à perdre la possession de l'actif en général, et d'avoir beaucoup plus de transparence sur le marché en général. Vous allez comprendre exactement comment les ordres de vente et d'achat sont réalisés, donc il y a beaucoup plus de transparence en général. Donc c'est non-custodial et bien plus transparent que les plateformes centralisées de crypto qui vont elles marcher un petit peu comme une boîte noire. Et le problème de ces plateformes centralisées de crypto où on donne la possession de l'asset, le temps de réaliser son trade, on se retrouve dans une situation comme on l'a connu avec FTX, où il y a des millions de personnes qui avaient en fait leurs assets non plus en leur possession mais sur ces plateformes centralisées. Et quand une de ces plateformes centralisées n'est pas gérée proprement, tout peut tomber, et en même temps tous les assets des utilisateurs disparaître en fait. Ouais. Par contre, tu as toujours un compromis entre décentralisation et efficacité, ou cette fameuse mise à l'échelle, et c'était toujours la problématique de résoudre ce problème éventuellement de plateformes d'échange de manière décentralisée. Donc il n'y a rien de plus efficace, si je puis dire, qu'une base de données décentralisée, une black box, où au final ce qui est fait chez FTX ou Coinbase, etc. Encore aujourd'hui.
c'est des choses qui sont en train de changer très rapidement. C'est ça, mais c'est pour ça que là, c'est intéressant que tu nous dises, non, nous, on est en train, petit à petit, grâce à notre solution, grâce au moteur qu'on est en train de développer, de réussir à se rapprocher progressivement d'une efficacité quasi similaire ou similaire, voire même meilleure peut-être, à ce qui existe aujourd'hui sur des plateformes centralisées, quoi. On va peut-être revenir très rapidement sur les deux grandes familles d'exchange de Decentralized Finance. On a d'un côté ce qu'on appelle les AMM, Automatic Market Makers, donc les Uniswap, les Paraswap, donc qui vont créer en fait de la liquidité sur un asset via des smart contracts. Donc il faut avoir apporté de liquidité des deux côtés du trade. Et c'est des types d'exchange qui sont efficaces pour des assets qui sont peu liquides. C'est des types d'exchange qui sont également en train d'évoluer énormément, mais qui sont globalement pas prêts à prendre des très gros volumes. Ils peuvent prendre des volumes sur un très grand nombre de trading pairs, mais pas forcément efficaces dès qu'on veut traiter des larges volumes. Ouais. L'autre catégorie d'exchange, qui est la catégorie d'exchange qu'on appelle les order books. Donc les order books, c'est ce qui est utilisé par les centralized exchange, les Binance, les Coinbase of the world. Donc là, on va retrouver un exchange qui va être beaucoup plus efficace en termes de trading, où on va pouvoir apporter beaucoup plus de liquidité, avoir une price discovery bien plus efficace et une structure de marché en fait, par design technologique, qui va être capable d'absorber des volumes de trade beaucoup plus conséquents par rapport à un AMM. Donc en gros, quand on commence dans la DeFi ou quand on choisit une plateforme pour traiter en DeFi, on va avoir ces deux grands choix, les AMM ou les order books. Dans la famille dérivée, dans laquelle nous on fait partie, la majorité du trading se fait sur des plateformes centralisées avec une technologie order book. DYDX utilise également une technologie order book. Sur la version actuelle de DYDX, l'order book est ce qu'on appelle off-chain, donc il n'est pas sur la blockchain, parce que les blockchains sont encore trop lentes pour donner une vélocité en fait de order matching suffisante. Une des raisons pour laquelle on est en train de migrer sur une nouvelle plateforme, la DYDX Chain, c'est pour justement continuer à progresser en termes de décentralisation et permettre de décentraliser l'order book. Mais tout ce qu'on va en termes de performance aujourd'hui, si on travaille sur un decentralized exchange comme DYDX ou un centralized exchange comme les grands noms qu'on va connaître, en termes de performance de trade, on va retrouver les mêmes performances de trading. Il y aura un petit peu plus de lenteur en termes, par exemple, pour apporter l'asset, mais je dirais le trade-off en termes de risque entre donner son asset à une plateforme pour pouvoir traiter et garder son asset et traiter et garder la possession de cet asset-là et comprendre comment la plateforme marche, c'est des value propositions qui sont vraiment complètement séparées. Aujourd'hui, les decentralized exchanges en crypto dérivatives, ça représente à peu près 1% du marché et ça va grandir, ça va continuer à grossir et je dirais à manger des parts de marché par rapport aux plateformes de produits dérivés crypto centralisés. L'ancien système, pour résumer, il y avait ni le custody des fonds au final, c'est-à-dire que les gens devaient envoyer leurs cryptos sur les exchanges et en plus ils étaient dans une black box où ils comprenaient pas forcément comment fonctionnait l'infrastructure. Aujourd'hui, DYDX résout et a résolu le premier problème, donc ça te permet de garder tes fonds, tes cryptos sur ton wallet, mais tu n'avais pas forcément pour le moment une transparence intégrale sur par exemple l'order book, sur le code ou ce genre de choses, et vous migrez progressivement sur l'accomplissement de ce deuxième objectif. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement ça. Et la version 4 de DYDX apporte plus de transparence sur l'order book. Donc l'order book va devenir complètement transparent pour tous les utilisateurs. Et également, on va rester en système non-custodial. Donc la plateforme en elle-même ne va pas avoir possession des assets des utilisateurs. Tu parlais d'une migration, donc là pour le moment vous êtes toujours chez Starkware en L2 d'Ethereum, c'est ça? C'est ça, exactement. Et vous allez passer sur le Cosmos SDK, c'est ça? C'est l'écosystème Cosmos. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Beaucoup de personnes qu'on reçoit à ce micro, enfin on discute en off, parle de la fin de la guerre des Layer 1. En gros, ça y est, c'est Bitcoin d'un côté, Ethereum de l'autre. Et puis là, on commence un nouveau paradigme de guerre des Layer 2, des surcouches sur Ethereum. Et vous, DYDX, vous prenez un des concurrents, si je puis dire, ou une des autres alternatives à Ethereum. Qu'est-ce qui a justifié ce choix? Le choix, il vient en plusieurs volets, en fait. D'abord, il y a un choix technologique de la part des ingénieurs de DYDX qui avait un petit peu une frustration de voir que leur application grandissait en termes d'importance et de volume à très grande vitesse, mais en posant ton application sur une blockchain d'un autre groupe ou d'une autre communauté, tu vas avoir une dépendance de leur progrès en termes de roadmap. Donc par exemple aujourd'hui Ethereum
C'est une très bonne blockchain. On est des grands fans d'Ethereum. Mais Ethereum avance en termes de roadmap à sa vitesse et il y a un certain nombre d'applications qui ont une dépendance par rapport au progrès technologique d'Ethereum en général. Donc il y avait un petit peu ce concept-là de dire est-ce qu'on peut en fait construire notre propre blockchain de façon à être complètement maître de toute la stack, donc de tous les layers, de l'application et de la blockchain également, et de ne plus être posé sur une blockchain multipurpose, donc une blockchain multi-usage. Aujourd'hui, la plupart des layers 1 et des layers 2 sont des blockchains qui sont designées et produites pour des use cases de NFT, mais aussi de la DeFi, mais aussi du smart contract en général, pour plein de use cases en général. Et quand tu es sur une application aussi spécialisée que la nôtre, nous, on n'a pas besoin d'avoir des fonctionnalités pour les NFT. On ne fait pas de NFT. Donc, on se retrouvait avec une plateforme blockchain qui était, je dirais, adaptée à beaucoup de monde, mais pas spécialisée pour notre use case. Donc, bouger sur notre propre blockchain nous permet en fait de designer une blockchain et vraiment la tuner dans tous les détails uniquement pour notre use case. Donc ça, c'est une première chose. D'un point de vue, je dirais, développement du produit, tu dépends plus du progrès des blockchains en général, mais tu prends, je dirais, en charge toute la stack complète. La deuxième raison pour laquelle on bouge sur Cosmos, c'est également pour continuer à progresser en termes de décentralisation. Aujourd'hui, les layers 2 sur Ethereum ont toujours des maillons faibles en termes de décentralisation. Il va y avoir les sequencers. Et il faut savoir également que beaucoup de layers 2 sont encore très expérimentaux. Ils viennent tout juste de sortir. Et nous, en tant que communauté avec une plateforme qui est en place depuis 2017 et qui continue à grandir, DYDX aujourd'hui, c'est à peu près 1 milliard de volume de trades quotidiennement. Donc c'est l'année dernière, en 2022, c'était 466 milliards de trades sur DYDX. Donc on est vraiment une plateforme qui est vraiment bien en place avec une base d'utilisateurs qui est vraiment grosse et qui a besoin d'avoir de la stabilité. Donc les ingénieurs de DYDX ont choisi de passer sur le Cosmos SDK, qui est vraiment, je dirais, qui a été testé par le feu depuis de nombreuses années par énormément de projets différents. En se disant, ça permet de ticker pas mal de box. On est en contrôle de toute la stack. On est également capable de progresser en termes de décentralisation. En ayant notre propre blockchain, ça veut dire qu'on a des validateurs de la communauté qui vont être dédiés à notre blockchain également. Donc on va pouvoir leur demander plus de services que uniquement traiter et valider, je dirais, les blocs et créer des nouveaux blocs sur la blockchain. Donc une des façons de décentraliser l'order book, c'est en fait de passer l'order book sur la blockchain DYDX. Techniquement, il ne va pas être sur la blockchain, parce que la blockchain a toujours un peu de latence, le temps de créer les blocs, entre 1 ou 2 secondes. Mais quand on travaille sur du trade à haute fréquence, 1 ou 2 secondes, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable en termes d'expérience utilisateur. Donc l'order book va être hébergé dans les mémoires vives des validateurs. Donc les validateurs DYDX vont avoir 2 rôles: maintenir la sécurité de la blockchain à DYDX, mais également hoster une copie de l'order book et le mettre à jour de façon en fait à faire matcher les orders d'achat et vente. Donc ça nous permet techniquement de décentraliser l'order book sans avoir besoin de le mettre sur la blockchain. Et avoir cette liberté de choix technologiques et de choix d'architecture, en fait, c'était possible pour nous uniquement en utilisant le Cosmos SDK. Si on passait sur un layer 2, un layer 3, première chose, ils sont encore très jeunes. Deuxième chose, il y a toujours des problèmes de gas fees. Troisième chose, leur roadmap avance à la vitesse à laquelle ils avancent. Et nous, on préfère se dire, on est vraiment focus en termes d'application, en se disant, on va en fait continuer à chaque version à évoluer sur la meilleure technologie du moment, qui est la plus stable pour hoster notre use case, en ayant la capacité, par exemple sur le Cosmos SDK, de fine-tuner, donc d'ajuster les paramètres sur exactement ce dont on a besoin, de faire évoluer la chaîne DYDX quand on en a besoin également, plutôt que d'avoir encore une dépendance sur d'autres projets qui vont avancer à leur vitesse. Le positionnement de DYDX, j'avais Paul Frambeau qui était là hier, et il y a 2 positionnements qui sont en train de se mettre en place en DeFi. C'est les protocoles qui cherchent vraiment à être des biens communs, genre des infrastructures qui vont être utilisées éventuellement par d'autres entreprises, d'autres protocoles, etc. Donc vraiment d'être une couche de base. Et puis ceux qui sont plutôt, en tout cas plus managés par de l'humain. Où est-ce que se positionne DYDX sur ce spectre ? Est-ce que vous allez être le protocole du trading de produits dérivés en DeFi et ensuite plusieurs interfaces ? Par exemple, tu pourrais avoir une autre interface qui se connecte
au moteur DYDX qui n'est pas forcément la vôtre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable dans le futur ou même pas forcément? L'ensemble du code de DYDX va être open source sur des licences qui vont être très libres, hein, en règle générale. Et on peut tout à fait imaginer dans le futur proche d'avoir différents, ce qu'on appelle UI, donc différentes interfaces pour DYDX avec des gens qui vont venir se connecter sur DYDX de différentes façons. Certaines personnes vont peut-être utiliser une interface qui est mise à disposition par une DAO, d'autres vont utiliser une interface qui va être mise à disposition peut-être par un centralized exchange, par un échange centralisé qui va dire j'ai pas cette capacité à traiter les produits dérivés, ou j'ai pas assez de volume, je vais proposer à mes utilisateurs de se connecter sur une public good, sur une chaîne publique DYDX. Donc on est en train d'avancer dans ce sens-là. C'est le début, mais DYDX est amené à devenir une public good spécialisée uniquement sur les produits dérivés. Ouais. Et qui pourra être modifié éventuellement par l'intermédiaire du jeton, c'est ça? Il y a un token et ce token-là permettra de sécuriser le réseau DYDX sur lequel l'application tourne, ouais. Qui te permettra de voter sur toute la gouvernance et les modifications du code. Et puis une partie des frais, c'est ça? C'est les trois. Ça, c'est la communauté qui va choisir tous ces détails-là. Mais la direction of travel, je pense que t'es pas très loin de l'envie de la communauté en règle générale. Aujourd'hui, le jeton DYDX, c'est un jeton de gouvernance. Il sera peut-être décidé par la communauté d'en faire un jeton d'utilité qui sera utilisé pour sécuriser la blockchain DYDX. Et derrière, la gouvernance va continuer à shaper un petit peu le futur de DYDX en faisant avancer le protocole dans des directions choisies en termes de produits, en termes de connectivité. Donc ça reste un public good, comme on dit, excuse-moi. Voilà. Ah ouais. Et c'est complètement géré par ce qu'on appelle les token holders. Parce qu'aujourd'hui, comment vous allez inciter, par exemple, les validateurs à faire tourner des nœuds? Parce que, en l'occurrence, les mineurs de Bitcoin sont incités avec la redistribution et la distribution de récompenses. Les validateurs Ethereum, pareil. Comment ça se passe, du coup, pour un nœud DYDX? Pourquoi je ferais tourner un nœud? Pourquoi j'engagerais de la puissance hardware et je cramerais de l'électricité pour DYDX? La version 4 de DYDX, après plusieurs votes de la communauté, et c'est des choses qui vont encore se peaufiner dans les semaines à venir, mais l'ensemble en fait des frais collectés par le protocole DYDX va être redistribué aux validateurs. Donc l'intérêt pour un validateur d'être validateur sur la chaîne DYDX, c'est en fait de récolter une partie des rewards du protocole. Comment tu vois surtout ce dilemme entre décentralisation et efficacité? On l'a mentionné, on l'a touché du doigt, mais surtout au niveau de l'interface utilisateur. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être atteint votre vision chez DYDX, par exemple, on voit sur Bitcoin, par exemple, et tu parlais d'Ethereum qui est déjà plus rapide qu'un Bitcoin, mais dès que tu décentralises, tu perds énormément en efficacité, et quand tout le monde décide, plus personne ne décide. Enfin, gérer ce genre de projet grâce à une DAO, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que voilà, je me pose la question. Et comment vous allez le traiter et quelles sont les solutions à ce problème? On va le voir dans les mois à venir. Ouais. Pour moi, c'est réaliste. Il faut être optimiste. Mais en effet, un des grands enjeux, je pense, et un des sujets sur lesquels on travaille vraiment activement dans la communauté en général, c'est s'assurer que la gouvernance a assez de vélocité et qu'on se retrouve pas dans une situation où les gens débattent trop de sujets trop longtemps et en fait perdent un petit peu la dynamique du projet en règle générale. Donc pour ça, aujourd'hui, dans le DYDX écosystème, on a 2 DAO, donc 2 Decentralized Autonomous Organizations, qui sont gérées par les token holders et par la communauté en général. Pourquoi 2? Alors, il y a une DAO qui s'occupe qu'on appelle la Grants DAO, qui s'occupe des grants, donc la distribution des dons, enfin de tout ce qui est récompense et budget, etc. Voilà, des subsidies à des gens qui veulent construire des plugins, qui veulent construire des dashboards pour DYDX, qui veulent construire autour du software core. Ouais. Donc ça, il y a aujourd'hui, la Ops DAO existe depuis maintenant presque plus d'1 an. Elle a distribué $3.3 millions pour 116 différents projets
qui construisent autour de DYDX. Et la deuxième DAO, qui a été créée plus tôt cette année par la communauté DYDX, c'est ce qu'on appelle la Operations DAO. Donc la Operations DAO, elle est vraiment destinée à hoster des services core à la DYDX chain. Donc elle a levé auprès de la communauté 6,6 millions de dollars il y a quelques semaines pour en fait commencer à embaucher ses propres ingénieurs, commencer à embaucher ses propres operations people et vraiment s'assurer que ça soit un organe qui fonctionne au service des token holders et au service du protocole d'un point de vue technique. Mais comment, je comprends pas bien, quand tu dis que la DAO au final c'est éventuellement des milliers de personnes du retail, des particuliers qui détiennent des tokens, qui vont voter, à un moment donné il doit avoir une certaine délégation de l'opérationnel. Par exemple engager des gens, suivre le développement d'un programme, etc. Ça demande une implication directe, très concrète. Donc comment ça se passe et où se positionne du coup par exemple la société DYDX dans ce processus de développement et en intégration avec ces DAO? C'est la DAO qui délègue du coup l'activité opérationnelle à la société. Comment on organise la chose? Aujourd'hui, dans l'écosystème DYDX, il y a 4 entités. Donc, il y a DYDX Trading, qui est la société à l'origine de DYDX, qui est basée à New York, dont le CEO est Antonio Giuliano. Il y a la DYDX Foundation, qui travaille sur tout l'écosystème en général. Et ensuite, il y a les deux Decentralized Autonomous Organization, les deux DAOs. En fait, le code d'une blockchain avec son application est mis en place par les validateurs et ensuite toute une série de bug fixing, de nouvelles features qui vont être implémentées, qui elles vont être proposées en fait par la communauté, par différentes subgroupes de la communauté. Donc il y a des gens qui se spécialisent dans le risk management, il y a des gens qui se spécialisent dans différents sujets. La Grants DAO va parfois mandater des gens pour faire construire une nouvelle fonctionnalité et ensuite mettre cette fonctionnalité en proposition pour les token holders pour voter et implémenter cette fonctionnalité-là. Donc la fonctionnalité, suivant le type de fonctionnalité que tu vas implémenter, c'est souvent les validateurs en fait qui vont l'implémenter, ou derrière ça va être la DAO qui va en fait accepter ce nouveau code et après validation par la gouvernance via un vote et dire ok, on passe en version 1, version 2, version 3 de la 4e génération de DYDX. Mais qui développe concrètement vraiment le travail de développement, qui s'en charge? C'est délégué à la société ou comment ça se passe? Alors le code original de DYDX 4 est développé par DYDX Trading, et ensuite il sera maintenu par probablement DYDX Trading et d'autres sociétés également qui voudront la DAO pourra déléguer ses activités éventuellement à DYDX Trading, mais également à d'autres sociétés. Il n'y aura pas de lien. Et moi, ça se rapproche beaucoup pour moi d'AAV, enfin de la fondation AAV et de la compagnie AAV, quoi. C'est des modèles qu'on retrouve avec des sociétés qui vont être, je dirais, satellites à ces protocoles open source, qui viennent avec leur expertise et qui vont être mandatés par les DAO et mandatés par les token holders pour continuer à maintenir, à fournir de l'innovation sur le logiciel en général. Ça n'a pas besoin de venir d'une société uniquement, ça peut venir de multiples sociétés. Mais après, il y a des gens et des groupes qui vont être spécialisés. On le retrouve par exemple chez DYDX en termes de risk management, des gens qui font de la recherche sur le risk management en général, sur les nouveaux marchés à lancer par exemple. Il y a une poignée d'équipes dans le monde qui sont capables de faire ça et qui donc en fait vont être un petit peu en compétition pour proposer leurs services au protocole et donc faire une proposition qui va être votée et ensuite implémentée. Et ils reçoivent des rewards, ils sont payés pour ces services-là. Tu disais que DYDX Trading du coup est basé aux États-Unis. Est-ce que comment vous avez regardé et analysé la décision de la SEC sur XRP? Est-ce que c'est quelque chose que vous suiviez parce que ça pouvait vous impacter? Pas du tout. Nous, on le suit parce que c'est notre marché. On suit toute l'actualité, je dirais, dans tous les pays du monde. On est vraiment une communauté globale. Nous, à la fondation, ça nous touche pas. On est vraiment totalement non-profit. On n'est pas opérateur. Après, je dirais que c'est un petit peu frustrant de voir un petit peu comment le virage en termes de régulation a été pris pour le moment aux États-Unis. Je pense que ça refroidit beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de projets. Mais c'est des choses qui vont évoluer. On voit beaucoup de gens qui vont se grandir dans d'autres parties du monde. On voit l'Asie qui prend un petit peu plus d'espace avec l'actualité qui est beaucoup plus positive à Hong Kong par exemple. Mais l'actualité US elle est plus pour le marché US, et nous aujourd'hui le DYDX protocole n'est pas accessible aux investisseurs américains ni aux investisseurs canadiens.
Mais d'après toi, de manière très personnelle, hein, pas forcément avec la casquette CEO d'EYDX, même si c'est difficile de l'enlever, mais est-ce qu'il y a quand même pas eu certaines dérives sur l'utilisation, et je parle pas forcément du token d'EYDX, mais sur cette méthode de financement, de vendre des tokens éventuellement très facilement, trop facilement à des particuliers qui n'avaient pas forcément toutes les informations, avec beaucoup de délits d'initiés en arrière-plan. Est-ce que c'est quand même une bonne chose? Là, tu disais que ça fait fuir certains entrepreneurs. Certes, je pense que peut-être là, du coup, le retour de bâton fait assez mal. Mais en analysant ça de manière la plus objective possible, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu une dérive du secteur de dire, en fait, oui, faire des levées de fonds, ça demande beaucoup de travail administratif. Ouais. C'est très cher au niveau avocat. Donc, nous, on passe par un token. Et oui, faire un PowerPoint pour lever 16 millions, ça va pas, quoi. Quand il n'y a pas de règles, il y a forcément des abus. Donc, est-ce que les règles sont les bienvenues? Mon opinion personnelle, c'est que les règles sont les bienvenues parce qu'elles donnent de la clarté. Et je pense qu'une des frustrations aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines juridictions qui ont laissé les gens évoluer sans aucune règle et qui viennent ensuite avec les règles et c'est compliqué. Mais les règles, en règle générale, aident en fait au marché à grandir. Il y a beaucoup d'intervenants sur les marchés crypto en général qui sont en demande de régulation. Et les régulations aident à faire progresser. Mais oui, il y a eu des abus. Toutes les ICO n'ont pas été des bonnes idées, elles n'ont pas non plus été bien managées. Et la réglementation qui est en train de se mettre en place aux US se fait d'une façon, je pense, qui n'est pas forcément la plus facile à incorporer. Quand on regarde à d'autres juridictions, par exemple comme la Suisse ou comme Singapour ou comme Hong Kong, où il y a beaucoup plus de clarté qui est fournie en fait aux opérateurs ou aux entrepreneurs, et donc ils savent comment bien faire les choses. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veut bien faire les choses, mais si on leur dit pas comment faire, au bout d'un moment, il y a cet espace de liberté va aussi être un petit peu un aimant à des gens qui veulent faire les choses un peu trop vite et pas forcément très bien. Justement, tu as travaillé plusieurs années en Asie comme Head of FinTech, c'est ça, du gouvernement hongkongais. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire voyager un petit peu et nous dire, là, on parle beaucoup, nous principalement aussi sur la chaîne de l'Europe et puis des États-Unis, c'est les deux marchés qu'on regarde énormément et on oublie peut-être un peu l'Asie. Est-ce que tu peux nous ouvrir nos chakras et nous dire ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils sont en avance, ils sont dans le même rythme, en retard sur ces nouvelles technologies? Je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes, mais c'est important de se remettre un petit peu les chiffres clés en tête. L'Asie, c'est 5 milliards de personnes, entre la Chine et l'Inde. C'est des parties du monde où il y a très peu d'infrastructures, d'anciennes infrastructures financières ou d'anciennes infrastructures digitales en règle générale. Donc, c'est des gens qui vont faire ce qu'on appelle des leapfrog, ils vont passer directement sur les dernières technologies. Donc, quand on est passé en 5G ici, il y a beaucoup de pays en Asie qui étaient déjà en 5G depuis bien longtemps et qui n'ont jamais connu la 3G et qui sont passés directement sur ce type de technologie. En termes d'adoption des paiements, par exemple, digitaux, en Asie, c'est quasiment omniprésent. Quand on va en Inde aujourd'hui, j'y étais encore il y a quelques mois, quand on va en Chine, plus personne n'utilise de cash. Alors ici, on est encore en période de transition. C'est des parties du monde qui sont passées complètement sur les nouveaux paradigmes en règle générale. En termes de crypto, il y a une grosse histoire crypto en Asie. Je le couvre notamment dans mon livre Block Kong, où j'illustre un petit peu le parcours de certains entrepreneurs de Hong Kong et comment ils ont commencé en crypto, quel est leur parcours de vie. Que tu m'as offert à la dernière interview, mais on n'a pas les images. Et que tu as lu, bien sûr. Bien sûr. Pas toutes, mais j'ai lu certaines des interviews. Donc l'histoire, c'est qu'une grosse partie des Bitcoin miners étaient asiatiques très très tôt. Et donc on utilisait Hong Kong comme plateforme d'expansion également. Pareil pour les débuts d'Ethereum où l'Asie était vraiment au cœur il y avait déjà une population qui était déjà très, très sensibilisée au sujet crypto en général. Donc en Asie ça va très vite. Je pense que les sujets sur lesquels ils avancent beaucoup plus vite que nous, c'est surtout les sujets type CBDC. Donc currency, monnaie de banque centrale, c'est déjà présent et actif en production en Chine. À Hong Kong, c'est en production pour tout ce qui est B2B. À Dubaï, enfin tu peux lister quasiment tous les pays d'Asie. C'est déjà des sujets sur lesquels tout le monde a vraiment bien avancé en termes de régulation, en termes d'implémentation. Alors qu'ici en Europe ou aux US, c'est encore des sujets sur lesquels on délibère. Il ne s'est pas encore passé forcément grand-chose. Donc ça va en règle générale beaucoup plus vite. Et quand les trends, accrochent en Asie, la taille juste des démographies asiatiques fait que ça a des impacts énormes. Donc les CBDC avancent très très vite. En règle générale, c'est des gens qui sont
qui vivent avec leur mobile bien plus que chez nous. Donc on retrouve par exemple au Japon des consortiums entre différents éditeurs de jeux vidéo qui commencent à utiliser la blockchain pour échanger les digital assets dans les jeux vidéo. Donc tu peux passer, je sais pas moi, si tu as acheté une armure sur Nintendo, tu peux la passer sur Sega via une blockchain et commencer à ramener ton armure d'un jeu à l'autre. Donc c'est déjà des choses qui sont déjà bien en place. Ils ont commencé la crypto aussi d'une certaine façon un peu plus tôt que nous. Tu penses à un des premiers scandales de crypto, Mt. Gox, qui était au Japon. Je dirais qu'ils se sont brûlés les doigts avant les autres, et donc ils ont appris plus vite aussi. Donc je pense qu'il faut chacun faire un petit peu un effort de se dire ok, je reste pas uniquement sur mes nouvelles et mon flux d'informations de ce qui se passe en Europe et aux US, mais toujours de garder un œil sur les acteurs asiatiques et sur les grandes régions de la crypto en Asie qui sont surtout Hong Kong aujourd'hui, la Corée, le Japon et la Chine qui continuent à travailler la crypto mais sur des façons qui vont bloquer un petit peu tout ce qui est spéculatif. Beaucoup de NFT, beaucoup de loyalty points qui vont leverager la blockchain, leur CBDC qui est déjà en utilisation et disponible pour tout le monde. Donc la technologie est là, ils ont pas encore réouvert, je dirais, les portes à la crypto comme nous on la connaît, Bitcoin, ETH et compagnie. Mais je dirais que leurs utilisateurs sont déjà en train de se mettre vraiment à l'aise avec la technologie, donc ils vont continuer à accélérer, je pense, plus vite que nous. Est-ce que ça te fait peur, toi, ce développement des monnaies numériques de banque centrale, quand tu vois cette avance qu'a pris certains pays asiatiques et de voir comment ça se développe, et dans des pays qui ne sont pas forcément ultra démocratiques, même si on pourrait parler et débattre de nos démocraties occidentales, mais est-ce que c'est quelque chose de souhaitable, le développement de ces monnaies numériques de banque centrale, et est-ce que tu comprends toutes les critiques et même l'égarement de certains CryptoPunks? Enfin, c'est l'opposé de l'éthos originel des cryptos. On a retrouvé les mêmes débats sur l'Internet en général. Avec un Internet qui était au début construit par certaines personnes pour être un espace de liberté complet, et aujourd'hui qui a évolué de certaines façons, où l'Internet parfois va être censuré à droite et à gauche pour différentes raisons, suivant les gouvernements en place ou la culture ou pour différentes choses, et on retrouve un petit peu les mêmes types de débats sur les monnaies numériques et la crypto, et est-ce que les CBDC sont bons. Pour moi, c'est une bonne avancée. Pour moi, c'est une avancée qui va aussi être... les CBDC vont être un petit peu le théâtre de la guerre mondiale des monnaies qui est en train de se construire. Aujourd'hui, le monde tourne principalement avec l'US dollar. C'est probablement un équilibre qui va commencer un petit peu à changer avec d'autres monnaies qui vont monter en puissance. Et pour que ces monnaies montent en puissance, en fait, elles vont avoir besoin de leur propre distribution. Donc beaucoup d'agendas de CBDC de banque centrale est en fait de pouvoir permettre d'avoir une distribution mondiale de leur monnaie pour qu'elles aient plus de valeur et donc plus d'utilisation en règle générale. Quand on touche au sujet des CBDC et de la privacy, c'est des sujets qui sont importants sur lesquels il faut pas passer sa main trop vite, mais il faut être aussi réaliste en se disant est-ce qu'aujourd'hui je suis complètement maître de mon compte en banque ? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis complètement maître de ma privacy quand j'utilise ma credit card à droite et à gauche pour faire des paiements? C'est-à-dire, si je comprends ce que tu dis, c'est que c'est un peu naïf de se réveiller aujourd'hui, c'est que c'est déjà, si ton combat, c'est déjà la vie privée, la liberté, etc. C'est déjà les outils qu'on utilise actuellement avec les cartes bancaires et puis les banques actuelles qui font qu'on n'est plus forcément déjà totalement en contrôle de notre argent, quoi. Exactement. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut continuer à se battre, mais c'est pas un nouveau sujet à mon avis. Et d'avoir de l'argent en général qui est plus de velocity, qui est plus facile à distribuer, qui est moins cher à distribuer en règle générale, qui permet d'avoir un accès plus direct à l'argent sans passer par une ribambelle d'intermédiaires. C'est quelque chose qui est aligné avec les ethos crypto. En règle générale, la privacy, on a des problèmes de privacy avec une carte bancaire. Aujourd'hui, si je fais quelque chose de mal, la police va pouvoir bloquer ma carte bancaire ou retrouver tout l'historique s'ils en ont besoin. Tout ça, c'est en place. Il faut bien réaliser aussi que les banques centrales, même si la technologie va leur permettre potentiellement de faire plein de choses, suivant les pays où elles vont opérer, elles ont toute une série de lois en fait à suivre. Le CBDC européen et français, il va devoir suivre les lois françaises de la confidentialité qui sont déjà en place. On va devoir suivre toute une série de lois qui sont déjà en place en fait. Donc c'est parfois un petit peu, je dirais, alarmant de voir certains pays qui sont pas forcément basés sur les mêmes types de culture ou le même type de gouvernement
qui vont commencer à utiliser le CBDC de certaines façons, mais ils utilisent déjà un petit peu, je dirais, leur framework de surveillance avec les paiements classiques déjà aujourd'hui, donc ça va pas changer grand-chose, c'est simplement un nouveau médium qui va rentrer dans ce framework. Mais un CBDC en Europe ou un CBDC ailleurs va devoir suivre de toute façon les lois qui sont déjà en place. Donc il faut rester vigilant, il ne faut pas s'inquiéter, je ne pense pas qu'il faille rejeter ça. Pour moi, ça va aider beaucoup de monde à commencer à utiliser la technologie blockchain en général et à pouvoir se dire, tiens, j'ai un portefeuille digital maintenant dans lequel je vais avoir du CBDC, peut-être du stablecoin, peut-être des NFT, peut-être des points de fidélité et probablement également quelques actifs numériques type BTC ou ETH. Donc ça va juste amener une nouvelle vague d'utilisateurs. Et pour moi, le CBDC, c'est un petit peu je m'excuse, je parle un peu trop anglais, mais un blessing des gouvernements en général sur notre technologie. Une approbation. Voilà, exactement. C'est une approbation de la technologie blockchain avec laquelle on construit depuis déjà de nombreuses années. Comme quoi, ça marche, ça a du sens. Ils vont l'implémenter d'une certaine façon. C'est ça, c'est certaines façons qui est extrêmement... Enfin, là, tu mets le doigt sur le point critique. C'est certaines façons. En gros, on parle beaucoup de blockchain, mais aujourd'hui, ça serait des blockchains privées. Et blockchain privée, c'est un oxymore. Enfin, en gros, est-ce que ça a vraiment du sens de faire une blockchain privée? Est-ce que, au final, ça sera une base de données gérée de manière cryptographique dans une des banques, enfin, dans des banques centrales qui connecteront entre elles? Mais en quoi, là, il y a vraiment besoin d'une blockchain? Parce que c'est l'ouverture, c'est la synchronisation entre les entités qui ne se font pas confiance. Là, dans le cas d'une banque centrale, ce ne sera pas forcément le cas. À l'international, pour un CBDC, c'est super important. Donc, quand j'ai travaillé chez Consensus, entre banques centrales, c'est-à-dire ça sera une sorte entre banques centrales, entre banques. Si tu veux faire grandir à l'international ta currency et que ta monnaie, mais que tu n'as pas une infrastructure qui inspire confiance, tu vas jamais y arriver en fait. Donc c'est aussi dans leur intérêt de construire des blockchains qui seront peut-être des proof of authority, des blockchains qui vont évoluer dans leur contexte à eux, mais qui vont quand même leverager la technologie en général et l'appliquer de différentes façons. De la même façon qu'aujourd'hui, tu vas utiliser peut-être la blockchain de certains stock exchanges, de certains exchanges qui vont être validés par 21 validateurs. Est-ce que c'est mieux qu'un CBDC qui va être validé par 150 banques? Donc parfois, il faut aussi avoir un petit peu, je dirais, l'honnêteté intellectuelle, se dire, OK, en crypto, on a des ethos, on applique parfois ces ethos, pas toujours. Il y a des layers 2 qui sont encore centralisés, où le sequencer va pouvoir décider qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Tout n'est pas parfait. Donc j'essaye de prendre un petit peu le sujet de façon un peu plus sereine, en me disant, il faut être vigilant. C'est une approbation de technologie en général. Tout le monde ne fera pas la blockchain comme toi et moi, on aime la faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise chose. Toi qui as vécu la révolution Internet, est-ce que j'ai pas 150 ans, juste pour le... Non, mais en gros, les années... T'as surfé sur les années... J'ai commencé en 1990, l'Internet, voilà, et je travaillais dans les premiers cybercafés. T'avais mon âge dans les années 2000, quoi, en gros, ouais, plus ou moins. C'est ça. On va dire ça. Donc est-ce que tu vois les mêmes conversations et les mêmes réflexes et là les mêmes attitudes sur ce qu'il y avait Internet, intranet, les grosses banques parlaient que d'intranet au départ. Impossible qu'on ouvre tout. Enfin, c'est pas possible. Et aujourd'hui, de ce que je t'entends dire, c'est que les banques sont en train de recréer des blockchains privées par l'autorité en fait des entités qui vont la valider. Mais est-ce que c'est une étape intermédiaire selon toi? Est-ce que irrémédiablement en fait l'ouverture gagnera parce qu'en fait c'est ce qu'il y a juste de plus puissant en fait. Un Internet pas ouvert, ça perd 90% de son intérêt. On retrouve les mêmes cycles, comme tu le disais. Donc les premiers cycles de l'Internet en Web 1, en distribution d'informations, en Web 2, en Internet social. On retrouve les mêmes cycles où les gens vont un peu se méfier. Les gens vont dire il y a des gros problèmes de gouvernance. Les gens vont vouloir réguler la technologie. La technologie n'est pas régulable. Donc après quelques années de débats sans fin, ils commencent à réaliser qu'il faut commencer à réguler en fait les opérateurs. Donc on retrouve un petit peu ces patterns en règle générale de la part du fonctionnement, je dirais, du voyage intellectuel des utilisateurs, mais également des gouvernements en règle générale. Mais c'est l'ouverture qui gagne toujours. Donc là-dessus, tu as complètement raison. Après, il faut comprendre que c'est des voyages entre guillemets d'évolution. Enfin, c'est des voyages d'évolution.
c'est des évolutions qui doivent rentrer dans ces énormes organisations qui sont les gouvernements, qui sont les banques. Mais éventuellement, ça sera toujours les gens qui ont la meilleure distribution de façon la plus saine qui vont gagner. Donc il faut leur donner le temps, mais pas leur dire forcément de passer tout de suite je dirais des anciennes infrastructures aux nouvelles. Parfois, c'est un petit peu violent. Sur le dernier bear market, ça s'est beaucoup calmé, mais de ce que je t'entends dire à nouveau, c'est que le train est en marche. Et ça n'a pas du tout effrité la confiance. Sur la technologie en elle-même, de ce que tu vois, de ce que tu entends, on sort justement de cette période morose. Ouais. Comment toi tu l'as vécu et comment tu vois la suite sur les prochains mois? Tu vois ce que je veux dire sur vraiment surtout comment l'écosystème a été perçu pendant les 18 derniers mois et comment ça va évoluer là sur les prochaines années? Il faut continuer à faire le travail qu'on a fait. Travailler en crypto en général, ça vient avec des responsabilités à mon avis. Nos responsabilités, c'est de rester engagés avec les régulateurs, de continuer à leur expliquer la différence entre la pure spéculation crypto et les gens qui construisent de la technologie, et leur faire comprendre la différence, leur expliquer qu'est-ce que c'est que la DeFi, et démontrer comment la DeFi les aide en fait à, je dirais, matcher leur mission à eux, qui sont des marchés sains, qui sont des marchés non manipulés, qui sont de l'accès, qui sont toutes les choses sur lesquelles ils se doivent de travailler pour nos sociétés en règle générale, et leur démontrer qu'en fait la DeFi bien exécutée les aide à avancer de façon vraiment avancer très rapidement sur ce sujet-là en général. Donc rester engagé avec les régulateurs, c'est une de nos responsabilités. Une autre responsabilité, c'est de continuer à travailler sur ce que j'appelle le jargon de l'industrie. En crypto, on est un petit peu les early users, donc on utilise plein de mots qui sont compliqués. On demande par exemple aux utilisateurs en crypto de se connecter avec leur porte-monnaie, avec leur wallet. Donc c'est comme si je te disais bonjour et qu'à chaque fois que je dis bonjour à quelqu'un, je leur disais ouvre ton portefeuille et montre-moi ce qu'il y a dedans. Ce qui est un petit peu bizarre. Donc d'un point de vue utilisation générale, ouais. Et user experience, il y a également les mots qu'on utilise, qu'il faut continuer à les faire changer. Toute l'industrie en général a pris un petit peu un coup avec la chute de Luna, derrière la chute de gros fonds, la chute de FTX et tout ce qui vient avec ça. Je pense que le marché maintenant a digéré ça repart, les gens ont pris confiance et les gens ont besoin d'avoir confiance dans les infrastructures qu'on a construites. Si tu regardes bien le monde aujourd'hui, on a probablement une dizaine de crises majeures qui sont en cours. Tu as des crises de currencies, on a une guerre qui est en train de se passer en ce moment en Ukraine, tu as des crises climatiques, tu as des crises politiques à droite et à gauche. On fait presque plus attention. Mais finalement, on se rend compte que ces grandes infrastructures de confiance qu'on construit, que ce soit le réseau Bitcoin, le réseau Ethereum, certaines blockchains d'applications en règle générale, elles ont un vrai usage et elles commencent vraiment à démontrer qu'il y a vraiment un match. Est-ce que les gens veulent? Est-ce que les gens ont besoin pour un petit peu se rassurer? Moi, aujourd'hui, je dors mieux en sachant que un de mes bitcoins est sur Bitcoin plutôt que sur un exchange, par exemple. Parce que quand tu sais le faire proprement, tu sais que c'est vraiment des réseaux et des infrastructures mondiales et publiques qui sont vraiment de confiance. Donc je pense que les endroits où les citoyens postent leur confiance aujourd'hui sont en train d'évoluer très très vite, et la crypto est une de ces confiances-là. Une de ces piliers de la confiance. On va toujours avoir un certain niveau de confiance dans le gouvernement, mais probablement ça baisse, ou ça va baisser, ça a des hauts et des bas. Mais on va réussir en fait à positionner notre confiance sur des réseaux crypto, sur des applications crypto, ou parfois sur des applications Web 2 également. Il y a des gens qui auront plus confiance dans Facebook que dans peut-être leur banquier au coin de la rue, parce que le banquier au coin de la rue dans certains pays, il ferme et il part avec tout l'argent de tout le monde. Donc je dirais, la façon dont toute la confiance se positionne dans nos sociétés est complètement en train de changer. Et en DeFi, on le voit, où il y a une grosse partie des utilisateurs de la DeFi qui ont compris qu'en fait, utiliser la CeFi, donc la Centralized Decentralized Finance, ou les exchanges classiques, c'était pas du tout sans risque, qu'il fallait faire vraiment, vraiment attention. Et ils ont commencé à regarder un petit peu de façon plus attentionnée les alternatives. Les alternatives, c'est la DeFi. Et quand elle est bien construite, elle est transparente. Et elle te permet de venir en fait travailler les marchés comme tu le souhaites, avec un degré de confiance bien plus élevé. Donc pour t'illustrer un petit peu comment ça se passe pour des plateformes comme DYDX, à la chute de FTX, en 24 heures, les volumes ont fait x3 chez DYDX.
Par rapport à vos concurrents, pour pas lister un GMX par exemple, qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce que vous faites mieux qu'eux et pourquoi les gens devraient utiliser DYDX plutôt que GMX? Alors, j'aime pas forcément pointer le doigt sur la compétition. Non, mais en tout cas, ce que vous faites particulièrement bien et la différence, parce que du coup, vous la liquidité et les volumes, c'est tout simplement ça. C'est ce qui compte à la fin, la liquidité et les volumes. On a des concurrents, nos concurrents sont loin derrière nous, très franchement, quand on regarde en termes de liquidité. Si tu mets des liquidités sur 30 jours, on est toujours quasiment 10 fois plus gros que nos concurrents les plus proches. Et après, l'expérience dans le produit. Venir avec un nouveau produit, une nouvelle plateforme en produits dérivés, c'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de travail. Tu peux peut-être le faire au début bien, mais dès que tu auras un petit peu des mouvements de marché qui vont être un petit peu violents, c'est là qu'on va vraiment voir comment c'est construit et comment ça va réellement marcher. Aujourd'hui, DYDX en tant que technologie, ça existe depuis 2017, c'est spécialisé depuis 2017 et on le voit avec les grands utilisateurs, les grands market makers, les grands acteurs de l'écosystème DYDX. Entre guillemets, on est vraiment en bonne compagnie, que ce soit sur le sujet market maker, sur le sujet custodians qui sont compatibles. Donc il y a tout un ensemble de choses qui va créer en fait un écosystème autour de la plateforme qui est vraiment unique et qui a été entre guillemets testé sur le terrain depuis de nombreuses années maintenant. C'est ça qui t'anime, toi? Comme on le disait, tu as eu plusieurs vies avant, tu as bien réussi dans la révolution Internet, entrepreneur avec succès. Enfin, pourquoi tu continues à te lever le matin et pourquoi tu n'es pas sur une plage aux Bahamas je continue à me lever le matin parce que je suis un passionné de l'Internet et qu'on construit la nouvelle génération de l'Internet et que ça peut changer la vie d'encore de beaucoup, beaucoup plus de monde que ce que ça a changé aujourd'hui. Donc l'Internet a changé la vie avec la communication, avec les pages web, etc. On l'a vu avec le digital payment. Ce qui me fait me lever le matin, c'est la DeFi et de me dire qu'un produit aujourd'hui qui est bien designé peut être à disposition de tout le monde très rapidement, qu'un produit qui est bien designé peut être également, je dirais, donner accès à des services financiers en règle générale qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. Je pense à DYDX, une fois que la plateforme va être en place et stabilisée de la version 4, il y a déjà des gens dans la communauté qui parlent de ce qu'on appelle des permissionless markets. Donc de pouvoir permettre en fait aux utilisateurs DYDX de venir créer leur marché dérivé sur les assets de leur choix. Bon, évidemment, donc ce serait toi qui ajoutes en fait un produit dérivé. Si moi je veux maintenant parier sur l'audience de GAC, je pourrais créer un produit futur éventuellement voilà. Il y aura des règles de risk management, il y aura des règles de market making, mais l'avenir c'est quoi? C'est de la DeFi où les gens vont pouvoir en fait traiter par exemple le carbone credit au niveau mondial. Aujourd'hui ça n'existe pas. Le crédit carbone, il existe, mais c'est complètement fragmenté. C'est un marché qui est complètement inefficace et finalement pas tellement successful et pas tellement qui crée pas l'impact qu'il devrait créer. La même chose, par exemple, pour traiter sur des futures sur le maïs, sur le sucre, sur l'électricité. C'est des marchés qui existent aujourd'hui, mais qui sont complètement isolés, qui sont des marchés domestiques. Si on peut offrir, par exemple, à des gens qui sont dans l'industrie du maïs, une façon via la DeFi de prendre un edge sur la météo, de prendre un edge sur leur cours de façon bien plus directe, sans passer par une ribambelle d'intermédiaires qui vont tout contrôler à la bourse de Chicago, pour moi, c'est des impacts sociétals qui sont énormes. Donc évidemment, c'est du business, évidemment, c'est de la technologie, mais pouvoir créer ces technologies, les mettre à disposition du marché et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont en faire. Quand tu vis ce marché-là tous les jours, comme nous on le vit chez DYDX, tu sais qu'il y a énormément de gens qui sont toujours à pousser pour que ça aille plus vite, pour qu'ils puissent commencer à créer leurs choses. Et c'est pas toujours purement spéculatoire. Évidemment, il y a toujours je dirais un aspect économique derrière, mais il y a des projets qui vont vraiment changer un petit peu l'ordre des choses et ouvrir l'accès à des choses qui sont aujourd'hui réservées à des petits cercles de grands financiers ou de grands traders de commodités. Et juste donner l'accès, pour moi, c'est juste magique. C'est comme quand j'ai appris l'Internet aux utilisateurs dans les cybercafés il y a des dizaines d'années, où les gens découvraient qu'ils pouvaient trouver de l'information pour commencer à publier. Aujourd'hui, c'est complètement naturel, mais ça a changé la vie de tellement de monde. Donc, quand je vois des utilisateurs de DYDX en Inde, en Turquie, au Japon, en France ou ailleurs, et chacun, ils ont tous leurs histoires, mais c'est d'un seul coup, tu leur donnes accès à des plateformes et des technologies qui peuvent vraiment changer leur vie. Et il y a des histoires fabuleuses.
Est-ce que pour toi, on est en train vraiment de renverser la table c'est-à-dire que depuis quelques décennies, là, il y a eu une certaine dérive dans la finance. Ça a été les gens pour l'économie et l'économie pour la finance. Alors que normalement, ça devrait être la finance pour l'économie et l'économie pour les gens. Enfin, le but final, c'est au final d'améliorer la qualité de vie des gens. Est-ce qu'il y a ce retournement de redonner en fait le pouvoir aux utilisateurs et à monsieur, madame, tout le monde? Il y a des signaux forts, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce que c'est peut-être lié dernière question. Est-ce qu'il y a une idée que tu as, enfin quelque chose auquel tu penses, qui est fondamentalement à l'inverse de ce que tout le monde croit dans l'écosystème crypto ou en règle générale, mais vraiment quelque chose où toi tu penses fondamentalement avoir raison et qui va à l'encontre de la bien-pensance actuelle? Je sais pas, moi, par exemple, Ethereum ne sera pas la L1 du futur ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où il est très, très disruptif? C'est pas forcément très disruptif, mais je crois beaucoup à ce qu'on appelle la CDFI. Et pour moi, la DeFi ne sera pas forcément toujours accédée directement via les interfaces utilisateurs qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d'utilisateurs vont commencer à utiliser la DeFi disponible sur des réseaux publics via les infrastructures centralisées, qui vont en fait donner accès et faciliter l'accès à la DeFi pour les utilisateurs. Et ma narrative, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas chez ton banquier, c'est toujours un plaisir, je sais, tu vas avoir ton banquier, son cœur de métier, c'est le deposit. Donc tu leur donnes ton salaire tous les mois, ils font un peu d'argent avec ça et puis ils te fournissent des services à côté. Et ton banquier t'offre toujours de l'assurance qui vient pas de chez lui. Il achète un assureur. Il t'offre par exemple l'accès au marché financier via un broker. Et en fait, ils vont packager des offres, des services financiers et te les proposer en tant que banque. Et je pense qu'on va retrouver à peu près ce même schéma dans la finance décentralisée en règle générale. Et une partie de la finance centralisée va devenir en fait un point d'accès pour la DeFi. Aujourd'hui, tu n'auras pas forcément besoin de jouer avec ton ledger, de gérer 2 ou 3 différents wallets. Tu vas avoir des grands service providers qui seront peut-être des banques classiques, qui vont commencer à s'ouvrir avec les régulations et juste avec l'évolution de leurs produits. Et te dire, voilà, aujourd'hui, tu as du stablecoin, tu as du CBDC, tu as la crypto. Si tu veux aller faire du lending, eh ben, on va te faciliter l'accès à ce lending-là et tu vas aller faire ton lending sur les réseaux DeFi mondiaux. Si tu veux aller faire du trade, on va te faciliter ça. On va t'éviter de changer de chain toutes les 5 minutes, de passer d'un endroit à un autre. On te simplifie l'accès à la DeFi. Donc, moi, je crois, c'est pas forcément disruptif, mais je pense qu'il faut pas s'imaginer un world DeFi complètement pur où tout le monde va aller directement sur les services. Il va en fait y avoir différentes avenues qui vont être adaptées à l'appétit de chacun pour la complexité du produit. Et il y a beaucoup de gens qui seront ravis de payer un petit peu plus de fees pour avoir plus de sécurité, plus de paix, entre guillemets, d'esprit, et pas de se dire est-ce que j'ai bien fait mon wallet, etc. Donc, je dirais la transformation de la finance traditionnelle qui va passer en DeFi, je pense qu'elle se passera par en fait un changement des back-office de la finance traditionnelle qui va devenir en fait un point d'accès aux réseaux mondiaux décentralisés de decentralized finance en général et qu'une grosse partie des nouveaux utilisateurs vont arriver via ces acteurs centralisés qui vont être un point d'accès en fait. Ce que je comprends, c'est qu'on fait vraiment une refonte des infrastructures sur lesquelles n'importe qui pourra se connecter, mais les gros acteurs actuels se brancheront très probablement sur ces infrastructures, mais le choix, c'est que tu auras maintenant la possibilité de repasser à travers éventuellement BNPX ou quelque chose comme ça, mais tu pourras, si tu le veux, et shortcoter les fees, etc., directement te connecter à DYDX pour faire ton trading de ton côté, quoi. Absolument. Et je pense qu'une grande partie des gens vont choisir une solution packagée et plus simple pour accéder à la decentralized finance. C'est probablement la prochaine vague. Et ça permettra aux gens d'accéder à la DeFi de façon compliant. S'il y a des règles à appliquer en France, elles seront appliquées en France par les gens qui donnent l'accès à la DeFi. Et si la DeFi ne te permet pas de faire du leverage en France, eh ben tu accéderas par exemple à des marchés sans leverage, mais au moins tu auras toujours accès à la DeFi. Donc on a déjà eu un petit peu des expériences, par exemple si on regarde bien au programme Coinbase Earn, qui donnait accès à ses utilisateurs à Compound via l'interface Coinbase. Je pense qu'on va retrouver ça énormément. Et c'est pas forcément ce qui est souhaité par tout le monde. Tout le monde, parfois dans notre industrie, veut avoir des choses à peu près pures, mais finalement les gens vont accéder de la façon la plus pratique pour eux. Donc il faut les laisser s'exprimer. Et s'ils veulent accéder directement, qu'ils y aillent. Et s'ils veulent accéder de façon plus simple avec un service qui leur permet de se connecter chez AV, chez DYDX, chez Uniswap, chez qui ils veulent,
et que c'est plus pratique pour eux comme ça, so be it. Donc, à part la CDFI, donc l'accès à la Decentralized Finance par des entités centralisées, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre Internet d'aujourd'hui. Et comme tu le disais, si élégamment, je travaille un peu à l'Internet depuis un certain nombre d'années, et je pense que quand tu regardes bien des projets qui sont encore extrêmement expérimentaux et très très jeunes, comme Urbit, U-R-B-I-T, où en fait on repense complètement le computing pour ton PC en général, ton identité sur les réseaux, comment tu vas conserver ta data. C'est des projets qui sont super intéressants, c'est qui vraiment réinventent un petit peu ton ordinateur. Les premiers ordinateurs, ils ont été sur nos bureaux, c'était des grandes boîtes. Ensuite, les ordinateurs se sont déplacés dans le cloud. Donc aujourd'hui, ton email, elle est jamais sur ton téléphone. En fait, c'est toujours une réflexion de ce qui se passe sur un serveur, un serveur à des milliers de kilomètres. Et on se rend compte que cette data qui est concentrée chez ces grands acteurs, ça pose un certain nombre de problèmes. Et on retrouve avec ces sujets comme Urbit des nouvelles façons de penser, de se dire ok, on va pouvoir consommer l'internet, mais arriver dans des réseaux sociaux avec notre data et repartir avec à chaque fois qu'on se log et qu'on se connecte et qu'on se déconnecte. Donc c'est des sujets que moi je regarde avec attention. Les Lens, les Nostr, ce genre de choses, ça te fait penser à ça ça me fait penser un petit peu à ça. Alors Lens et Nostr, c'est plus des choses qui sont, tu viens pas avec ta data est toujours un petit peu chez eux, simplement ton identifiant et l'architecture qui est différente. Là c'est vraiment complètement repenser les operating systems de l'ordinateur et de se dire ok, comment est fait mon compute, où est-il fait et comment est mon identité et comment je vais pouvoir me déplacer dans l'internet avec ça et en ayant total contrôle de ça. Donc il y a des étapes avec notamment des réseaux décentralisés, des réseaux sociaux décentralisés, mais je pense qu'il y a vraiment une nouvelle génération de computing en règle générale qui va être à cheval sur des réseaux blockchain, à cheval sur beaucoup d'encryption et qui va permettre aux utilisateurs de vraiment rester maîtres de leur data pour plus de safety et pour également peut-être se protéger un petit peu de la AI en général, se protéger un petit peu de la monétisation de leur data aujourd'hui. Quand tu ramènes tes photos chez Instagram, Instagram pour eux c'est un business absolument gigantesque et dans les terms and conditions, les photos elles sont pas vraiment à toi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas amené à évoluer? C'est amené à évoluer évidemment. Alors si c'est amené à évoluer, quel type d'infrastructure informatique va émerger pour en fait corriger un petit peu les défauts qu'on a mis en place avec ce Web 2 et tout sera pas sur la blockchain. Les blockchains vont aider un petit peu à coordonner, mais regardez le projet Urbit, c'est un autre rabbit hole comme on dit, et pour moi c'est encore très très tôt, mais il y a quelque chose vraiment à regarder de près. Super intéressant, merci beaucoup Charles. Merci. Et puis à très bientôt, cette fois-ci c'est dans la boîte, donc on est tout bon. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.